vous parlez des trous noirs, vous parlez des multivers, etc. Voilà. Mais ce qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que souvent vous répondez « je ne sais pas », en fait. Hubert Reeves, rebonsoir. En vous voyant, je me suis toujours demandé si votre look Léonard de Vinci, chauve, barbe blanche, tout ça, c'est du marketing ou c'est juste une coïncidence? Ça, je ne connais pas la réponse. Ah bon. Alors, vous êtes l'astrophysicien le plus célèbre du monde, grand vulgarisateur du cosmos et de ses mystères, lauréat d'une multitude de prix scientifiques, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez été conseiller à la NASA, directeur de recherche au CNRS, et vous êtes président de la Ligue ROC pour la préservation de la biodiversité. Concernant la Terre, vous ne pensez pas que ça serait plus facile de trouver une autre planète que de sauver celle-là? Alors, si on allait sur une autre planète, on risque de reproduire le même comportement qu'ici et d'avoir les mêmes problèmes. Si on n'a pas appris à les régler ici, ça va être pareil ailleurs. Too bad. Le plus incroyable dans votre curriculum vitae, c'est qu'un astéroïde, le 1993 SL6, porte désormais votre nom. Un big up. Hubert Reeves a un astéroïde à son nom. Alors avec les filles, c'est super parce que vous dites, tu vois poupée là, cette étoile, c'est la mienne. Oui. Malheureusement, il n'est pas visible à l'œil nu. Aïe, ah bon? Oh. Il faut un télescope puissant. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous êtes né le 13 juillet 1932 à Montréal. Votre père, représentant en chaussures, mais pas très VRP. C'est un homme froid, distant, obstiné, courageux. Oui. Et il avait une philosophie de la vie très dure. Il disait, c'est quand on affronte la difficulté qu'on sait ce que l'on vaut. Ah, vous savez tout, vous. Ouais. When the going gets tough, the tough gets going. C'est ça. Hein? C'est ça. C'était sa grande qualité que j'apprécie beaucoup. Il rentrait souvent le soir sans avoir rien vendu. Il était un peu fermé. Il n'avait pas beaucoup de contact avec ses enfants. Hein. Et où est-ce que vous avez appris tout ça? Je sais tout, Hubert. C'est vrai? C'est vrai, c'est tout à fait correct. Alors, votre mère s'appelait Manon Beaupré. Voilà. Elle avait le sourire de la Joconde, ce qui s'explique quand on voit à quel point vous ressemblez à Léonard de Vinci. Ah, ben oui, ça va de soi. C'est pas par hasard. C'est quoi ce sourire? C'est un sourire qui paraît accueillant, mais quand vous approchez, vous le sentez froid. Et entre votre père et votre mère, Oui, c'était... C'était difficile, hein? Oui. En plus, elle était très catholique, très bigote. Oui, tout à fait. Les indulgences, les vendredis du mois, les neuvaines, tout ça, c'était... Alors, à 8 ans, vous êtes mis au collège avec vos frères. Alors, c'est un gros sacrifice financier pour vos parents qui ne sont pas très aisés. Oui. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, disait ma mère, mais on vous donnera en héritage de l'instruction. J'apprécie ça au plus haut point. Bien sûr, la preuve. Alors, heureusement, dans cette vie un petit peu triste quand même, un peu morne, il y a les vacances à Espérance, sur le lac Saint-Louis. Oui. Alors là, votre père vous amène voir la voûte céleste. La nuit, il nous amenait, il nous montrait les étoiles, les constellations, il nous racontait des histoires. C'était passionnant. Et il vous offre les 12 volumes de l'encyclopédie de la jeunesse, et tout ça forme évidemment votre curiosité. Oui. Alors pendant ces séjours d'été, il y a aussi votre grand-mère, Charlotte, qui est une extraordinaire conteuse et qui vous apprend à broder, à bien raconter les histoires. Quoi. Oui, puis à les aligner, à les enfiler les unes dans les autres, à les mélanger, à faire des... Oui, elle était... tous les enfants du village répliquaient quand elle racontait, on sortait les chaises, elle pouvait parler des heures de temps, elle nous fascinait. Mais surtout, à Espérance, il y a un moine trappiste qui s'appelle Louis-Marie, professeur de génétique et de botanique. Et là, quand il arrive, votre mère s'illumine. En fait, ce Louis-Marie et votre mère étaient fiancés avant la Première Guerre. Et lui est rentré à la trappe pour éviter d'aller combattre, en fait. Voilà, sa mère lui a dit, tu es mieux là que dans le chemin des dames. Le problème, c'est qu'au monastère, ce Louis-Marie a rencontré la vocation. Voilà. Et Malbrook ne revient pas. Voilà. Votre mère l'a attendu pendant 8 ans et elle a fini par épouser votre père, qui était très insistant d'ailleurs. Voilà. C'est très romanesque. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, vous lui ressemblez à Louis-Marie, d'abord physiquement, mais aussi par votre goût pour les sciences. C'est ce que je lui dois. Et vous vous êtes longtemps demandé si le moine n'était pas votre père. Ben, c'est une question qu'évidemment mes frères, mes cousines me taquinaient autour de cette question. Ouais. Alors, quand vous demanderez ça à votre mère sur son lit de mort,
elle niera quand même. Hein. Oui, elle a nié, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Si elle avait promis jamais, je ne le dirais, elle était dans une situation délicate. Mais moi, dans le fond, ça m'est relativement égal. C'est pas pour moi un grand problème. Ce que je tiens de lui, c'est ce goût de la science, ce goût de la connaissance. Ce que je tiens de mon père, c'est justement son courage, sa façon d'affronter les difficultés en disant non. Vous savez, à la Churchill, c'est tape du pied par terre, c'est non. Ça, j'admire les gens qui sont comme ça, qui ne cèdent pas. Parce qu'on peut dire, ce qui vous concerne, on n'est pas très sûr de ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Ben voilà, exactement. Alors, vos études ne sont pas brillantes, vos notes sont même lamentables, et le déclic surviendra lorsque vous devrez trouver à quelle distance placer 2 lentilles dans un télescope pour discerner les astres avec netteté. Et quand vous vous rendez compte que ça dépend d'une simple formule algébrique, alors là, vous êtes fasciné. Ah, j'étais émerveillé de la puissance de l'esprit humain. C'est ça qui me fascine. Ça vous donne le vertige, quoi. Ça me donne le vertige, Et je me dis, ah ben ça, c'est un bon métier. Moi, j'ai envie de faire ça. Alors, de vos 2 passions, les sciences et les mathématiques, vous ferez une combinaison avec la physique, l'astrophysique, bac, maîtrise, doctorat en astrophysique nucléaire, Cornell, et là, vous rentrez à la NASA, quand même. Oui. Je rentre comme professeur pour former de futurs professeurs pour les grandes universités américaines dans le domaine de l'espace. Alors là, c'est la belle vie, là. Vous avez un Boeing. Là, c'est la belle vie. On avait un Boeing à notre disposition. On amenait les étudiants faire le tour des points de la NASA au Cap Canaveral pour voir un lancement en Californie. Palo Alto. Oui, ben voilà. Et puis JPL, tout ça, c'était vraiment la période faste de la NASA. Et là, au moment où vous êtes un petit peu lassé du système nord-américain qui est publie ou périt, c'est-à-dire publish or perish, vous partez en Europe. Oui, j'ai une invitation pour venir enseigner à l'Université libre de Bruxelles. Et je saute dessus. Vous savez, tous les francophones hors hexagone ont un rêve, c'est de venir en France, de venir à Paris. Ils ont lu Victor Hugo, Zola, et pour eux, c'est un pays mythique, mais c'est un pays qui existe. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez à la place de la Concorde, un peu partout. C'est quelque chose comme un rêve qu'on arrive à réaliser. Là, vous quittez le Québec 3 ans avant la naissance de Céline Dion. C'est un hasard ou... Ça, je n'en sais rien. Coup de bol. Alors, vous devenez directeur de recherche au CNRS. Et là, vous qui avez toujours eu la passion de raconter, de transmettre, vous allez publier votre premier livre, mais c'est pas facile. 30 maisons d'édition ont refusé votre... le refusent en me disant « l'astronomie, ça n'intéresse personne ». Alors, je le remets dans le tiroir en disant « s'ils n'en veulent pas, tant pis ». Et c'est là que je rencontre Jean-Marc Lévy-Leblond, directeur au Seuil, qui me dit « écoute, si tu as quelque chose à publier, ça m'intéresse ». Voilà. Alors, lui, il pense qu'il va en vendre 3000. Vous en vendez 600 000. Oui, c'est plus même. Même plus. Et puis, en mémoire des nuits à observer la voûte céleste au lac Saint-Louis, vous cofondez pour la télévision La Nuit des Étoiles. Chaque année est un événement formidable, une grande poésie. Hein. C'est ça, on s'amusait beaucoup toute l'année avec Claude Sérillon, Mario Monchico. Il y avait une bonne ambiance, grand moment. Sympathique. La Nuit des Étoiles. Alors Hubert, votre dernier livre publié, c'est L'univers expliqué à mes petits-enfants, paru aux éditions du Seuil. Ce livre est né de conversations avec votre petite-fille certains soirs d'été. Vous dites que c'est une sorte de testament spirituel pour moi. Je le voyais un peu comme ça. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants, mes petits-enfants, pour qu'ils continuent à essayer de faire connaître les découvertes scientifiques à tous ceux qui s'y intéressent. C'est très intéressant. On apprend que le Soleil, en fait, est une bombe atomique autocontrôlée. C'est exactement la fusion contrôlée, ce qu'on espère faire à ITER. On ne sait pas si on va y arriver, mais le Soleil y arrive très bien. Vous parlez des trous noirs, vous parlez des multivers, etc. Voilà. Mais ce qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que souvent vous répondez « je ne sais pas », en fait. Oui, ça, c'était important pour moi de faire passer ce message qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et j'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'elle pose des questions, qu'elle réagisse, la petite fille à laquelle je parle, pour développer chez les enfants une sorte d'indépendance, de sens du doute. Je ne vais pas croire ce que tu me dis simplement parce que c'est toi qui me le dis. C'est un des buts de ce livre, de développer l'indépendance d'esprit chez les jeunes. Il n'y a qu'un truc que vous ne dites pas, c'est ça marche quand on voit une étoile filante et qu'on fait un vœu. Ça marche? Ça, j'aimerais bien. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.